Salut YouTube, c'est JP de CryptoBlock. On se retrouve pour un suivi de l'actualité qui compte dans le monde de la crypto et pour de l'analyse graphique. Aujourd'hui, on va parler de 3 sujets intéressants. Du modèle Stock to Flow, encore et toujours d'Elon Musk, et de nos amis les mineurs chinois. Récemment, le marché des crypto-monnaies a été rempli de pessimisme. Pourtant, l'analyste quantitatif anonyme Plan B est optimiste quant au fait que sa prévision de prix de 288 000 $ sur Bitcoin se réalisera au cours des 3 prochaines années, même s'il est loin de son plus haut historique suite à la baisse de 40% du mois dernier. Dans un tweet du 12 juin, l'auteur du modèle Stock to Flow de Bitcoin, un modèle économique principalement utilisé pour mesurer la rareté en fonction de l'offre actuelle et de l'inflation annuelle de métaux précieux comme l'or et de l'argent, a fait valoir que le Bitcoin est toujours sur la bonne voie pour le niveau stratosphérique à 6 chiffres. Après la chute du Bitcoin de 64 000 à 40 000 $ au moment de la publication, des dizaines d'analystes s'inquiètent d'un recul plus important. Pour l'analyste Plan B, cependant, un tel événement est hautement improbable. Plan B n'est évidemment pas déconcerté par la consolidation actuelle de Bitcoin en dessous de 40 000 $. Le modèle Stock to Flow prévoit 288 000 $ pour un Bitcoin d'ici 2024 sur la base du cycle actuel du halving. Le halving est un événement quadriennal qui réduit de 50% le montant de Bitcoin gagné par les mineurs. Si on suit le modèle du Stock to Flow appliqué à Bitcoin, on pense que cela réduit l'offre de Bitcoin et augmente par la suite le prix de cet actif. Autre news, Bitcoin doit évoluer davantage à partir de ce point étant donné que son prix varie de façon importante après la plupart des tweets d'Elon Musk sur les réseaux sociaux, a fait valoir Thomas Lee, associé directeur de Fondstrat. Il a également estimé que les récents mouvements de prix montrent qu'il y a encore peu ou pas d'impact institutionnel sur le marché. La relation entre le PDG de Tesla et la principale crypto-monnaie continue de se développer en 2021, avec des effets substantiels sur les mouvements de prix de cette dernière. Après que le fabricant de véhicules électriques a déclaré avoir acheté pour 1,5 milliard de Bitcoin en février, l'actif avait grimpé en flèche vers de nouveaux sommets historiques en avril. En revanche, lorsque le PDG de l'entreprise a critiqué la forte consommation d'énergie utilisée pour le minage de Bitcoin et arrêté d'autoriser le paiement en Bitcoin pour des Tesla, Bitcoin a ensuite fortement chuté. De plus, même de brefs commentaires contenant uniquement des emojis ont affecté le prix avec des fluctuations rapides dans les deux sens. Hier en est le dernier exemple. Musk a déclaré que Tesla autoriserait les paiements en Bitcoin une fois qu'il y aura confirmation d'une utilisation raisonnable, à environ 50% d'énergie propre par les mineurs. Thomas Lee de nouveau s'est également prononcé sur la question, affirmant que Bitcoin ne devrait pas fonctionner comme ça après des engagements similaires sur les réseaux sociaux. Enfin, il n'y a eu aucun relâchement dans la répression des opérations de minage de Bitcoin en Chine, qui englobe désormais le Yunnan, sa 4e province productrice de Bitcoin. Au cours du week-end, les autorités provinciales du Yunnan ont publié un avis ordonnant une enquête sur l'utilisation illégale présumée d'électricité par des personnes et des entreprises impliquées dans l'exploitation de minage du Bitcoin. Selon un rapport du China Securities Journal, le département provincial de l'énergie a menacé de couper l'électricité à ceux qui utilisent l'électricité pour le minage de crypto. Le SCMP a indiqué que les autorités fermeraient également toutes les opérations de minage de Bitcoin qui pourraient représenter un risque pour la sécurité lié à leur consommation d'électricité d'ici la fin juin. Le Yunnan se classe 4e en Chine en termes de hash rate pour Bitcoin et rejoint d'autres régions telles que la Mongolie intérieure. Le SCMP a indiqué que les autorités fermeraient également toutes les opérations de minage de Bitcoin qui pourraient représenter un risque pour la sécurité de leur consommation d'électricité d'ici la fin juin. Le Yunnan se classe 4e en Chine en termes de hash rate pour le réseau BTC et rejoint d'autres régions telles que la Mongolie intérieure, le Xinjiang et le Qinghai, qui ont également reçu des avis de fermeture de tout ou partie des fermes minières de leur région. Le Yunnan est la 2e province productrice d'hydroélectricité en Chine après le Sichuan, et une grande partie de l'exploitation minière utilise déjà des énergies renouvelables. Cependant, cela n'a pas fait de différence dans la guerre en cours de Pékin contre les crypto-monnaies. Les opérations Bitcoin chinoises ferment ou se délocalisent lentement. La Mongolie intérieure a commencé à expulser les mineurs en février et avait fermé 35 sociétés minières Bitcoin fin avril. Les autorités du Qinghai ont ordonné la fermeture des mineurs Bitcoin la semaine dernière et ont également interdit aux entreprises telles que les centres de données, les parcs industriels et les centrales électriques de fournir aux entreprises liées à la cryptographie des terres et de l'électricité.
L'un dans l'autre, c'est bon pour Bitcoin car le minage va devenir de plus en plus propre en forçant les mineurs à utiliser de l'énergie renouvelable, et aussi la part de mineurs chinois devrait baisser, ce qui est bon pour la décentralisation du réseau. Maintenant, on va passer à l'analyse graphique du cours du Bitcoin, en commençant par Scalpex Index. Alors, par rapport à mes différentes observations passées, j'ai pas grand chose à rajouter, à savoir que ça fait 30 jours qu'on est dans une zone de consolidation entre 29 et 42 000, et c'est ce que j'avais pu voir avant, là, pendant la période de début d'année, du mois de janvier et février, où on avait déjà passé beaucoup de temps à accumuler dans cette région-là. Donc là, pour l'instant, on peut croire qu'il se passe la même chose, et que pour l'instant, il y a une accumulation avant, je l'espère, un breakout vers le haut. Au niveau des open interest, pour l'instant, j'aime bien ce que je vois parce que ça ne grimpe pas fortement, donc pour l'instant c'est sous contrôle, donc ça veut dire que si jamais il y a un breakout, il y aura encore de la marge pour retrouver un niveau d'open interest assez élevé, donc c'est positif pour moi. Le Fear and Greed Index, on a bien remonté, on est à 38 alors qu'on a eu des valeurs à 15, donc il a plus que doublé, mais pour l'instant il est encore dans des valeurs inférieures à 50, donc c'est sous contrôle. Au niveau du funding, quelque chose que je trouve bien, c'est qu'on est plutôt neutre alors qu'on est à un niveau de résistance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché n'est pas foncièrement trop décalé vers un côté ou l'autre. Pour l'instant, il est neutre et il n'y a pas trop de gens qui, sur les marchés dérivés, ont pris trop de paris à la hausse. C'est relativement neutre, donc ça me va bien. Ça veut dire qu'il y a encore de la marge pour squeezer les gens qui ont parié à la baisse. Au niveau du graphique mensuel, il y a quelque chose d'important qui s'est passé cette semaine, c'est qu'on est passé de nouveau au-dessus du point d'ouverture du mois de juin. Et donc maintenant, on est en train d'être rentré dans une tendance haussière. Et selon le graphique, là, de façon assez logique, la prochaine target, si ça continue dans ce sens, ça devrait être 42 000 $, qui est le point haut du mois de janvier. Et puis il y a ce point bas du mois de mars là que j'ai aussi en ligne de mire à 45 000 $. Voilà les deux targets que je vois au niveau mensuel. Ce serait en fait un retest du breakdown. Et après ça, je sais pas ce qui va se passer. Mais pour l'instant, le plus logique pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a eu un crash, on a trouvé du support, on a renversé, et là en fait on est en train de retester le niveau de crash du mois de mai. Au niveau du weekly, super intéressant. On a eu un fake out to the downside, ça veut dire que on a fait croire qu'on allait casser plus bas. On a pris les deux points bas précédents des semaines dernières, et après on a renversé en trouvant support sur un niveau mensuel. Et là maintenant, ce qui vient de se passer en début de semaine, c'est qu'on a déjà pris les points les plus hauts des semaines passées. Donc là, on vient juste de passer en dessus, et là, on est en train de retester le niveau cassé de 40 000 $. Pareil, au niveau du weekly, pour moi, quand je regarde le chart, un retest plus haut est logique. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Si j'utilise un outil de projection de Fibonacci et que je l'applique sur la cassure du mois de mai, on voit qu'en fait les projections ont été atteintes. Ici on est à 1,62, et donc dans ces cas-là, cette range là, on est dans ce grand mouvement impulsif vers le bas, et donc si j'essaie de le diviser en discount et en premium, je vais obtenir ça. Voilà, et donc le niveau d'équilibre il est à 44 400 à peu près $. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si ça prend beaucoup de temps, pour moi je pense qu'un retest au-dessus des 45 000 $ est logique avant une éventuelle continuation vers le bas. Au niveau du daily, ce qu'on voit bien, c'est que on voit la cassure vers le bas qu'il y a eu la semaine dernière, et le retournement où on est repassé au-dessus des niveaux cassés. Et là, hier et avant-hier,
on est passé au-dessus, on a commencé à passer au-dessus des niveaux weekly précédents. Et là, après la cassure, on est en train de retester. Donc là, c'est un textbook. On a eu, je vais le dessiner, on a eu un niveau, on est en train de le casser, et là, on est en train de le retester. Ici, en fait, on a cassé et on reteste. Donc c'est totalement logique ce qui se passe là. Et idéalement, pour empêcher les gens de rentrer sur le marché, ce que je voudrais, c'est qu'on continue tout de suite à grimper plutôt que de retester un peu plus bas. Par exemple, revenir retester l'ouverture du mois de juin à 37 400. Je trouve que ce serait dommage parce que ça laisserait le temps aux gens qui sont restés sur les côtés du marché à re-rentrer. Or, généralement, Bitcoin, il aime bien ne pas laisser les gens rentrer s'ils ont loupé le train. Et pour moi, normalement, là, ça devrait continuer vers les 44-45 000. Donc, cette semaine devrait être super intéressante. Si je repasse en low time frame, c'est-à-dire en 4 heures, quelque chose que je trouve d'assez intéressant, c'est que quand j'avais délimité le range high et le range low et le mid range, on voit à quel point ces niveaux ont été importants. Ici, il y a eu un test, cassé, retest dans l'autre sens. Et là, on vient d'avoir une impulsion vers le range high. Donc là, on est en train de consolider sous le niveau. Et ce que je voudrais voir, en fait, c'est une impulsion vers le haut. Et puis quelque chose comme ça, qui aille vers les 45 000. Là, qui rencontre de la résistance, redescende, et puis après qu'on continue à remonter. On verra bien ce qui se passera, mais ce serait le scénario idéal. Et ça ferait que les gens aient peur de louper le niveau vers le haut. Voilà mon analyse. Maintenant, si on passe sur le graphique de l'Ether, alors je suis en graphique mensuel. Là, on voit que Ether est un peu en retard par rapport à Bitcoin, car il n'est pas encore repassé au-dessus du niveau d'ouverture du mois de juin. Donc pour l'instant, pour moi, je suis en attente. Et là, si on regarde sur le weekly, c'est vraiment le chart le plus explicite. Ici, on a la consolidation, l'expansion et le retest au niveau de la consolidation originelle. Et là, pour l'instant, on a une réaction vers le haut, mais qui se comprime. Pour l'instant, on est dans un inside bar, ça veut dire que on est compressé entre le point bas et le point haut de la semaine précédente. Et là, il y a vraiment beaucoup de liquidité au-dessus du prix, je trouve. La semaine dernière, on a pris le point bas de la semaine précédente et ensuite, on a tout de suite renversé. Et là, pour l'instant, on a l'air de garder le momentum de renversement. Donc, ce qui me semblerait logique, ce serait de retester les points hauts des niveaux précédents de la semaine. Alors, c'est-à-dire 2850, 2900 et 2930. Et aller dépasser un petit peu, ce serait logique. On le voit aussi sur le daily. Alors sur le daily, ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est que c'est pour la première fois on a repris un point haut. Donc c'est positif et ça montre une cassure de la structure de marché vers le haut. Donc là, même si pour l'instant Ethereum vraiment est un follower et que c'est Bitcoin qui dicte la direction du marché, pour moi, logiquement, vu qu'on a pris le point bas de la semaine dernière et qu'on a renversé, la logique maintenant ce serait d'aller se tourner vers le haut et d'aller prendre les points de liquidité qu'on voit ici. Si je passe en low time frame sur le 4 heures, alors là c'est vraiment clair, hein. Le niveau du mid range a été clé, on est passé en dessous et ensuite on a commencé à se renverser, casser la structure de marché vers le haut. Et maintenant, clairement, on est en tendance haussière. Alors, ça peut pour l'instant consolider à ce niveau-là, mais ce que je vois, c'est si on passe de nouveau au-dessus du mois d'ouverture de juin, bon, après on va aller prendre rapidement les points hauts. Un scénario vers le bas, si on perd le point bas de 2200,
ça va cascader vers le bas. Mais pour l'instant, le marché, tant que Bitcoin reste aux alentours de 40 000 qui consolide, il n'y a pas de raison. Normalement, Ether devrait avoir de l'espace pour aller un peu plus haut. En tous les cas, c'est ce que je vois. En termes de target, si jamais on a un breakout du range high successful, on peut s'attendre à un niveau logique aux alentours des 3002-3003 à terme. Voilà pour mon analyse pour Ether.